Jean-Marc qui nous fait le plaisir de venir partager avec nous ce soir son expérience, son parcours avec la bipolarité. Alors, avant de démarrer, je vais juste préciser que au cours de cette conférence, on ne va pas faire de propositions médicales, on ne va pas faire de diagnostic, on ne va pas donner de conseils médicaux, ce n'est pas notre domaine. Nous, ce qu'on pratique, Thierry pourra le confirmer, se passe pas au niveau physique, au niveau de là où pratique la médecine, on est dans un autre domaine. Et en plus, dans nos approches, on ne s'occupe jamais du problème directement de la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un vient pour un problème de peur, pour un problème de bipolarité, pour un problème de quoi que ce soit, on ne va pas s'occuper de ça. On va s'occuper de plein d'autres choses qui sont ailleurs et qui, lorsqu'elles sont résolues par la personne elle-même, vont entraîner des modifications au niveau du vécu et de l'expérience de la personne et éventuellement de ses problématiques. Voilà, ceci fait. Donc je vous présente Jean-Marc. Donc rebonsoir Jean-Marc. Bonsoir, Alain. C'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille ce soir et on va te laisser la parole rapidement pour que déjà dans un premier temps tu puisses te présenter qui tu es, ce que tu as vécu, ton parcours personnel, professionnel, et puis le moment où la maladie t'est arrivée et t'est tombée dessus. Comment tu as pu au départ gérer ça? Peut-être qu'il y a eu des difficultés de prise en compte personnelle, de prise en compte par le corps médical. Souvent, c'est ce qui arrive, hein. Il y a une errance un petit peu médicale. Ce qui s'est passé ensuite. Et puis, comment tu as continué et qu'est-ce que tu as pu faire pour arriver aujourd'hui à, comme c'est écrit dans le titre de la conférence, être libéré de la bipolarité. Donc Jean-Marc, tu as la parole. Très bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Jean-Marc Curie, j'ai 66 ans. J'ai été infirmier psychiatrique pendant 40 ans. J'ai donc été en contact avec beaucoup de gens, des, des- des soignants et des soignés, bien sûr. J'ai été confronté à la maladie mentale en 2015, où j'ai fait mon premier accès maniaque, qui s'est résulté par une hospitalisation, évidemment. Enfin, évidemment. En- à la demande d'un tiers, hein, c'est-à-dire sans mon consentement, mais c'était une nécessité parce que j'en étais venu à me mettre en danger et à faire des choses un peu hors du commun, quoi. Euh, Sans en avoir conscience vraiment. Et ensuite, après cette première hospitalisation, j'ai eu une période de rémission, enfin rémission. J'étais sous traitement, différents traitements qui m'ont été proposés et que j'ai accepté mon gré mal gré, j'ai envie de dire. Et ça s'est pas arrangé puisque 3 ans après, j'ai à nouveau refait un état maniaque qui a nécessité encore une hospice. Et ça, c'était en 2018. Et à chaque fois, euh, je, je, je me croyais tranquille dans ma vie, alors que j'ai fait un troisième accès maniaque en 2021 qui a nécessité une hospice de longue durée. Je t'arrête un instant Oui, pour avoir quelques précisions. bien sûr. Si tu peux en dire plus sur cet accès maniaque qui a mené à ce que tu sois hospitalisé. Et la deuxième chose à préciser, c'est si tu étais volontaire pour cette hospitalisation ou si c'est un tiers qui l'a demandé. C'est un tiers qui la demande. D'accord. Un tiers, c'est ma compagne à l'époque Ouais. qui m'a fait hospitaliser. Il y a eu
des essais de sortie d'essai sur un week-end, par exemple, où, où quelquefois je ne suis pas rentré directement. Euh, Ça a nécessité l'intervention de la police pour me récupérer et me réhospitaliser. Oui, c'est ça. Oui, je t'en prie. Si tu peux te rapprocher un peu du micro, Sylvaine, qu'on t'entende mieux. Il y avait des signes avant-coureurs avant l'hospitalisation, avec un état mégalomaniaque, avec des envies de faire le buzz sur le net, des dépenses inconsidérées, une euphorie avec un sentiment de toute puissance, que rien ne pouvait lui arriver, la perte du sommeil, euh, la- le manque d'appétit, hein, et, vraiment une sensation de toute puissance, mais vraiment comme un orage dans un ciel bleu, hein, où c'est arrivé vraiment comme ça, très très rapidement. Il y avait quelques signes, mais au moment où ça a décompensé sérieusement, quoi. D'accord. Et ensuite, effectivement, c'était c'est une montée sur plusieurs mois, sur 2, 3 mois, on va dire, et on est arrivé à un moment où c'était plus gérable du tout, même avec un suivi médical sur l'hôpital du coin, où vraiment l'hospitalisation était nécessaire parce que, d'ailleurs, c'est lui qui me l'a demandé implicitement, mais euh, parce qu'il se mettait en danger, il n'avait pas conscience du tout de se mettre en danger. Alors, je pense qu'on peut préciser aussi que Sylvaine a exercé professionnellement dans le domaine de la psychiatrie, je crois, hein. Oui, Voilà, donc il y avait également un point de repère à ce niveau-là dans le couple. Donc Jean-Marc, si tu peux continuer ton parcours, donc il y a eu cette hospitalisation au départ, et puis j'imagine que pendant un certain temps, il y a eu des choses assez compliquées à vivre, des hospitalisations, des sorties d'hospitalisation, la prise de conscience sans problème, les diagnostics. Comment ça s'est passé exactement? Le, le diagnostic, c'était très compliqué, en fait, parce que le premier état maniaque, certes, j'étais excité, mais c'était délirant, en fait. oui, C'était sous-tendu par un délire. Et d'ailleurs, on m'a traité pour ça quand je suis arrivé à l'hôpital, hein, avec des neuroleptiques. avec des neuroleptiques, de nombreux neuroleptiques. Je les connaissais déjà parce que j'avais testé certains médicaments quand j'étais en études, et puis de par ma profession, évidemment. En fait, ça s'est manifesté tous les 3 ans, en 2015, 2018 et 2021. Et là, j'étais coincé dans une espèce de, comment je dirais, de refus des préconisations des psychiatres qui me suivaient à l'époque, hein. Je n'étais pas hospitalisé à Saint-Dizier, évidemment, parce que je connaissais tous les médecins de l'hôpital. Donc, j'ai été hospitalisé dans un autre département, à Bar-le-Duc. Et le psychiatre qui me suivait là-bas a décidé non pas de plus me suivre, mais au bout de 3 mois d'hospitalisation, il a été décidé euh, par lui et par moi que j'allais cesser le suivi avec Bar-le-Duc, en fait. Et il m'a fallu trouver un psychiatre que j'ai trouvé d'ailleurs à Reims. La première fois où je suis allé à Reims, pardon, j'ai découvert quelqu'un de très humain, très à l'écoute, et qui quelque part m'a fait confiance par rapport au traitement, par rapport euh, Parce que à ce que je ressentais vraiment.
Et c'est toujours mon psychiatre maintenant. Je me Et suis alors, fait aider. Pardon. oui, pardon, non, non, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Je voulais juste te demander si ça a été compliqué de trouver la bonne personne pour toi. C'est clair. Très compliqué. Très, très compliqué. Entre la deuxième et la troisième hospice, euh, il y a eu quand même le consentement non sans mal de la psychiatre qui le suivait à l'époque, donc sur l'hôpital de Pinvel, d'accepter la demande de suivi par un centre expert à Nancy. Et dès lors qu'il a été suivi par le centre expert à Nancy, là, ça a commencé à se décanter quand même. Euh, et ça n'a pas empêché la troisième hospice, mais néanmoins, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations dans le suivi et dans le traitement. Euh, alors, il ne faut pas oublier en plus que entre les phases maniaques, il y a eu des phases dépressives quand même très importantes, hein. Euh, et enfin, oui, notamment la dernière qui a été longue et difficile, hein. Donc une grosse dépression. Les phases maniaques sont quand même souvent suivies de phases dépressives et là, c'était intense. Ouais. Et par rapport à aujourd'hui, c'était il y a combien d'années quand ça a commencé? Ça fait 11 ans maintenant. 11 ans. 11 ans, et donc tu as eu cette prise de conscience, quand même ces prises en charge, des traitements. Comment ça s'est passé pendant un temps avec ces traitements et enfin, comment tu as vécu la maladie et qu'est-ce que tu as eu envie de faire ou pas par rapport à ça? Bah, écoute, les traitements, j'avais pas vraiment le choix quand j'étais hospitalisé. Par contre, dès que j'ai été en contact avec le psychiatre de Nancy, pardon, euh, il s'avérait que les traitements que j'avais pris depuis, depuis 5 6 7 ans maintenant s'avéraient inefficaces en fait. Alors, on m'a proposé plusieurs fois du lithium qui ne m'a pas arrangé en fait. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires. Il y a 4 ans, on m'a proposé un autre type de traitement. J'ai moi-même proposé à ma psychiatre qui me suivait, qui était tout à fait d'accord avec le centre expert, hein. Ils Et travaillent en en binôme. binôme, ouais, ils travaillent vraiment à l'écoute l'un de l'autre. Et donc, mon psychiatre m'a prescrit ce traitement que je suis depuis 3 ans maintenant. Et ça se passe bien. Je ne peux pas dire que ça se passe pas bien, ça se passe bien. Dans ma vie, il s'est passé beaucoup de choses, euh, notamment après la dépression terrible qui m'a scotché. J'ai été hospitalisé en clinique privée à Reims, sur le conseil de ma psychiatre, pendant un mois. Euh, et puis ensuite, bon an, mal an, il y a eu une rupture sentimentale, il y a eu, il y a eu quoi encore? Mon déménagement, il y a eu dernièrement mon AVC aussi. J'ai fait un AVC qui m'a laissé un peu avec la main sur le carreau. Et puis voilà, ben, ma foi, depuis je vis relativement bien. Je dis relativement parce que j'ai pas d'opposition à me donner. Je vois pas comment je peux expliquer autrement. Euh, alors, si je peux Vas-y, intervenir, vas-y. dans les phases de prise en charge de traitement, des différents traitements, en fait, euh, certes, pendant les phases d'hospitalisation, il n'y avait aucun problème de traitement. Néanmoins, quand il rentrait après les hospices, il y a eu des périodes où il en avait complètement marre des traitements parce qu'il y avait tellement d'effets indésirables que ben, il avait qu'une envie, c'était de les arrêter. Et ce qui a motivé d'ailleurs la deuxième hospice, parce qu'il avait essayé d'arrêter le traitement, ou en tout cas, tu avais bien ralenti. Et puis,
Et puis ensuite, effectivement, à chaque fois, il y a quand même une difficulté à suivre le traitement vraiment comme il est prescrit parce qu'il y a énormément d'effets indésirables, hein. Ça ralentit beaucoup au niveau physique, au niveau psychique, à tous les niveaux en fait, hein. Donc, c'est à chaque fois, même s'il y a de la volonté de se soigner, etc., les traitements sont tellement lourds qu'à un moment donné, ben, tu as envie d'arrêter, quoi. Ouais. Bah, c'était ou zombie ou le risque de l'état maniaque, en fait. Alors, dans cette première phase, je propose qu'on puisse poser quelques questions. On verra après comment tu as évolué face à la maladie, quel choix tu as pu faire, peut-être d'accompagnement différent. Et puis à la fin, on verra ce que tu as fait au final et puis tu nous expliqueras comment c'est aujourd'hui. Puis ensuite, les gens pourront poser des questions. Donc Thierry, peut-être, comme c'est toi un peu le spécialiste en tant que psychologue clinicien et psychanalyste, si tu as des questions à poser par rapport à tout ça, ou des points à soulever. La, la chose que j'aimerais te demander, donc là, on a vu les essais avec une réussite au moins partielle, stabilisante, et on a vu qu'il y a c'est quand même lourd parce que ça t'handicape sur certaines choses. Donc, il y a ce traitement médicamenteux, mais à côté, tu as vu plusieurs personnes au fil du temps. Je crois qu'on s'est vu un moment. Tu as aussi consulté Alain. Euh, dans les autres approches, qu'est-ce qui a pu t'aider? Si quelque chose t'a aidé, comment tu as trouvé une voie de salut? Le mot est un peu grand, hein, mais voilà, une voie de sortie autrement par rapport aux gens que tu as croisés. Est-ce que ça a été d'une aide ou finalement pas? Quelle est la comparaison entre ce traitement médicamenteux et les autres approches que tu as au moins croisées? J'ai subi une psychothérapie pendant un an. J'ai terminé cette psychothérapie parce que moi, je n'en voyais plus l'utilité. J'avais des bénéfices ponctuels. Ça tombait quand j'ai rencontré Thierry. Merci Thierry déjà. Si merci il y a, tu n'es pas obligé de dire un merci. En quoi il y aurait un merci? Par l'approche que tu as de la, de la, de la pathologie mentale, j'ai envie de dire, mais pas que de ça, de l'être humain en général. Mais la question, c'est en quoi ça t'a aidé à trouver ou à commencer à trouver en toi-même d'autres voies, une autre approche, une autre écoute. La prise de conscience que je n'étais pas que quelqu'un de malade, en fait. J'étais beaucoup plus que ça. J'étais plus un malade mental, hein. Il faut le dire comme c'est. C'est la prise de conscience qu'il existait peut-être une autre voie. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on a le diagnostic qui tombe comme ça, c'est un peu une chape de plomb qui tombe sur la figure des gens, avec l'idée que, bon sang, j'ai ce truc, c'est à vie, c'est cuit, c'est terminé, je vais plus m'en sortir, je vais être obligé de manger des médicaments constamment. C'est souvent ce qu'on retrouve chez les personnes, c'est ça. Et cet aspect inéluctable de la situation. Et là, tu as pu prendre conscience que, ben non, il y a peut-être d'autres portes à ouvrir. Je vais juste rebondir un instant là-dessus. Est-ce que ça a changé la façon dont après tu as pu parler avec les psychiatres que tu rencontrais? Est-ce que ça t'a donné une autre prestance, C'est clair. une autre force, une autre identité? Une espèce de certitude que j'étais moi avant d'être un malade, mais le bénéfice que j'en ai tiré de ces relations avec les psychiatres, c'est que je n'avais pas l'écoute nécessaire. En tout cas, il me renvoyait uniquement que la maladie mentale, quoi. Hmm. Ça s'arrêtait là.
Tandis qu'avec toi, Thierry, et évidemment avec Alain, j'ai découvert quelqu'un d'autre, un autre moi, qui était capable d'affronter la vie autrement. Et d'ailleurs, j'ai fini ma carrière quand je suis tombé malade en 2015, euh, 5 ans avant ma retraite normale. C'est cette retraite anticipée qui m'a fait prendre conscience que j'ai travaillé en psychiatrie pas sous les ordres, mais avec des médecins qui n'entendaient pas certaines choses. Ils étaient coincés dans leur fonctionnement et ils bloquaient les patients eux-mêmes euh, à se remettre en cause, quoi. Et toi, tu l'as vécu des deux côtés. Des deux côtés, je l'ai vécu, effectivement, j'ai remarqué ça, c'est une évidence. Nier une partie de la vie de quelqu'un, c'est déshumanisant. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'estimes guéri? Je ne sais pas très bien ce que veut dire le mot guéri, ou est-ce que tu vis bien ou le mieux possible avec les particularités qui sont les Tout à fait, tiennes? tout à fait. Hmm. Ouais, c'est vrai. Je m'estime guéri, entre guillemets, parce que je suis toujours sous traitement et j'ai cette capacité de prendre de la distance avec ça. Et j'ai redécouvert ma vie euh, en dehors de la maladie mentale. Euh, je suis passionné par la musique, par les arts en général, et j'ai toujours été habité par ça. Prendre plaisir à pratiquer de la musique, à écrire. Peut-être que j'écrirai un bouquin plus tard, plus tard, plus tard. C'est trop tôt. Il n'est jamais trop tard, de toute façon. Et alors, qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu avais tes prises en charge lourdes, comme tu les définissais, hein, que tu avais avant, cette prise de conscience, ce changement d'attitude par rapport à toi-même, et ce qui a été fait avec l'aide de Thierry, avec moi-même, qu'est-ce qui est différent maintenant au niveau des prises en charge et au niveau de ton vécu vraiment? Ah bah, au niveau des prises en charge, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On est sur un autre domaine. On est sur le domaine de l'humain et de tout ce que ça comporte par rapport à la prise en charge psychiatrique classique, j'ai envie de dire, qui demeure encore bien ancrée dans les hospices. J'ai vécu des choses inhumaines quelque part, une négation d'une partie de moi-même. Il ne voyait que le symptôme et, et moi j'étais l'être humain de derrière et je souffrais terriblement de ça, quoi, terriblement. Alors que maintenant, déjà plus jamais d'hospitalisation, je n'accepterai jamais, plus jamais. Même pas de raison de Il n'y a aucune raison que j'y retourne d'ailleurs parce que j'ai rien à y foutre. Déjà, j'ai appris beaucoup en tant que patient et en tant qu'infirmier. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a permis, du coup, en faisant les séances avec Thierry et avec Alain, Ouais. qu'est-ce que ça t'a permis de Ça m'a ouvert les yeux quelque part parce que je me souviens qu'après la première séance avec Thierry, j'avais décidé d'arrêter mon traitement. J'étais persuadé que j'étais guéri, quoi. J'étais persuadé que j'étais guéri. Il est En trop fait, fort, Thierry. trop fort, oui. Alors, Mais mais c'est vrai qu'il était bien pendant plusieurs semaine. semaines. Et puis après, le processus de la maladie a repris le dessus. Mais après la première séance avec Thierry, il y avait eu vraiment une nette C'est amélioration. clair, c'est clair. Et puis après, voilà. Et puis la seconde séance avec Thierry, là, il était déjà en dépression quand même assez Mélancolique. costaud, ouais, en phase mélancolique. Et là, il y a eu une amélioration également, mais ça n'a pas duré. Et puis après, donc il y a eu la psychothérapie. Ouais.
qui t'a quand même aidé qui m'a aussi à aidé, prendre de qui m'a la aidé, bien sûr, distance, à prendre du recul sur bien un sûr, petit peu les choses, à mieux vous connaître aussi, aussi, à accepter accepter des choses des choses. Et puis ensuite, bah, il y a eu les séances avec avec Alain, Alain. qui m'ont carrément emmené dans l'espace, hein. Oui, non, mais C'était, c'était, c'était étonnant parce que je m'attendais pas du tout à ça, quoi. C'est une approche qui m'a non seulement surpris, mais carrément scotché, parce que l'efficacité est évidente, évidente. Euh, je comprends toujours pas comment tu fais. En tout cas, tu fais bien. Tu fais bien. Et alors, merci, c'est gentil, mais c'est toi qui fais le travail, tu sais. Et comment tu as perçu que ça s'est modifié? Qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à ton vécu, par rapport à tes traitements, par rapport... alors, ce qui est important de dire, c'est que tu as toujours été suivi par ta psychiatre et encore aujourd'hui, et ça, je pense, c'est hyper important de le souligner. Très Il important. faut toujours garder ce lien, il faut pas lâcher, mais il y a des choses à faire à côté. Et toi, au fur et à mesure des séances, comment ça s'est intégré par rapport à ce que tu avais? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a plus maintenant qu'il y avait avant? Alors, ce qu'il n'y a plus maintenant, c'est l'angoisse. Il n'y a plus l'anxiété que j'avais constamment, jour et nuit d'ailleurs. Je dormais peu, j'avais des années de sommeil en retard, mais mon métier y est pour quelque chose aussi, hein. Vous savez, travailler en 3-8 pendant 40 ans, ça esquinte un peu. Et depuis que je suis retraité, entre guillemets, j'ai l'impression de m'être libéré d'un poids énorme, quoi. tu t'es libéré progressivement de tes peurs, Ouais. de tes angoisses, Oui, entre autres. de tes cauchemars. Ouais. Et alors, il reste quelque chose là? Qu'est-ce qui reste qui pourrait être quelque chose d'embêtant pour toi? Bah, pas grand-chose, en fait. Pas grand-chose, parce que je me suis tellement distancié de ma vie d'avant que je me suis découvert un autre homme, en fait. Tu m'as aidé à me découvrir, À reprendre goût à la à vie aussi. reprendre goût à la vie, à reprendre des activités. À côté de ça, tu as toujours un traitement médicamenteux. Tout à fait, tout à fait. C'est mon choix. C'est mon choix, en fait. Ok. Je me sens relativement bien, assez, assez stable au niveau de l'humeur pour me permettre Avant, je n'allais pas faire des courses dans des grands magasins, par exemple. J'étais tellement angoissé que j'y foutais pas les pieds. J'ai passé 30 ans de ma vie sans faire de courses. Je confirme. Et maintenant, je vais faire des courses tout seul, comme un grand. Je choisis les horaires que je veux. J'y vais souvent le temps de midi parce qu'il y a peu de monde. Et je prends mon temps. J'ai pas de cet éternel poids de l'angoisse qui me pèse dessus, quoi. Hmm. Et par rapport au traitement, enfin, par rapport au suivi psychiatrique, ça s'est beaucoup espacé, Ouais, hein. oui. Au départ, elle le voyait quasiment tous les 15 Tous les 15 jours. jours. Après, ça a été tous les mois. Maintenant, c'est tous les 3 mois, Ouais. hein. Ouais. Tous les 3 mois. Et puis, il y a toujours une complicité et une vraie. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Je veux dire, contrairement aux autres psychiatres qu'il a pu rencontrer auparavant, avec cette psychiatre, il y a un vrai travail de complicité, déjà avec le médecin expert, et puis surtout, elle est à l'écoute de tout ce que Jean-Marc peut dire. Et quand il lui propose de baisser le traitement, elle va lui dire si elle est OK, si elle n'est pas OK, mais ils vont en discuter. C'est Ouais. pas elle qui va prendre une décision brute de pomme, quoi. Donc, et là, elle a déjà pas mal diminué le Tout à traitement, fait. hein. Ouais, ouais. Et donc, alors moi, j'y connais rien là-dedans en termes de traitement. Donc, par rapport à ce que tu avais avant, elle a diminué quoi? Elle a supprimé des choses.
a Comment c'est supprimé toutes les approches qui étaient préconisées, notamment avec le lithium qui avait des effets indésirables terribles. On a tout arrêté. Donc, psychotropes classiques, les neuroleptiques classiques. On est passé à quelque chose qui est plus de l'ordre de régulateur d'humeur, Le thymorégulateurs. des thymorégulateurs, et aussi un petit, comment je dirais, un petit traitement qui m'aide à m'endormir déjà, parce que j'ai un sommeil, j'ai un vrai sommeil, j'ai envie de dire. Parce qu'avant, je dormais tellement peu que il m'arrivait de me réveiller 15 fois par nuit, quoi. Et c'était des nuits courtes. Tandis que là, j'ai enfin trouvé le sommeil sans prendre exagérément de traitement, hein. C'est un traitement classique, un antipsychotique de dernière génération, qui est le Zyprexa, pour ceux qui connaissent. Et j'ai gardé ça et un anxiolytique du Seresta, qui est très connu et très ancien. Mais Et à des dosages beaucoup beaucoup plus petit, oui, oui. moins important qu'avant, Je quoi. suis au minimum, là. Voilà. Je suis au minimum, en fait, du traitement et je suis très stable et je me sens très bien, quoi. et est-ce que tu as toujours, enfin je ne sais pas, est-ce que ça donne encore des effets un peu délétères ces traitements ou c'est Moins, vraiment. beaucoup moins que les autres neuroleptiques. Le Zyprexa, j'ai choisi le Zyprexa parce que ça me donne pratiquement aucun effet secondaire. Quant au thymorégulateur, c'est plutôt, ça ralentit un peu, mais pas tant que ça, en fait. Ça me stabilise très bien, quoi. Et je suis arrivé à un dosage minimum qui correspond à un dosage dans le sang de la dépakine. Alors on peut peut-être demander si certaines personnes souhaitent poser des questions à ce stade-là. Bonsoir Jean-Marc. Pour ça, Euh, c'est Moi j'ai une question. Est-ce que ta psychiatre est au courant de tout ce que tu fais par ailleurs? Et si oui, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'elle est ouverte à ce genre de choses? tout à fait. On est pas comme ça. Particulièrement avec Alain, je lui en ai parlé déjà. Elle est curieuse d'une part par l'effet que ça a eu sur moi, et d'autre part curieuse par la méthode qu'elle ignorait, et que moi j'ignore aussi d'ailleurs, hein. Merci à l'inventeur. Euh, mais sinon, elle est très à l'écoute, quoi. C'est un centre de psychothérapie, en fait, hein. La psychiatre, là, c'est un centre de psychothérapie sur Reims. Et en fait, ils sont quand même à la pointe de tout ce qui se fait. Et donc, ils sont très ouverts aux nouvelles Ça, approches. Donc, et c'est vrai que elle l'a encouragé même, hein, à continuer à faire, à avoir des suivis justement. Elle lui avait proposé des TCC, elle lui avait proposé soit une psychothérapie conventionnelle, elle lui avait proposé de l'hypnose, elle lui avait proposé voilà, de trouver quelque chose qui l'aiderait à sortir justement du tout psy, hein. Et puis de se retrouver surtout qui est un élément déclencheur, quoi, quelque part. Et c'est ce que 1, 2, 3, c'est ce que ça a fait. c'est ce qui s'est passé, en fait. Oui, donc c'est pas seulement toi qui constates du mieux par rapport à ta maladie, mais la psychiatre aussi, oui, voit vraiment une différence depuis que tu fais tout ce travail à côté. Bien sûr. Ouais. D'accord. Oui, d'où la diminution de traitement. Ouais, ok, merci. Ouais. C'est Voilà. bon, on m'entend? Ouais.
Alors, je ne sais pas si c'est le moment dans l'émission de poser les questions que je vais me poser. Il y a deux choses dont je serais curieuse de savoir. C'est est-ce que, Jean-Marc, tu as pu détecter un déclencheur de ces crises avant? Est-ce que tu as pu comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai- Bon, j'ai- je ne suis pas seul hein, dans ce cas, mais j'étais gros consommateur de cannabis. Et ça a d'accord, déclenché le délire, en fait. d'accord. Et ça a déclenché mon premier état maniaque, hein. Les autres aussi, d'ailleurs, parce que je continuais à fumer, même si je me cachais. Je fumais énormément, en fait. Énormément. Pour calmer mes angoisses, mais ça ne m'aidait pas du tout. Alors, si tu D'accord. fumais, c'était un fumeur de cannabis régulier, mais Un faible. à faible dose. En revanche, quand il était en état maniaque, Ok. il fumait, mais c'était à longueur de journée. Parce que Mm. quand tu es en état maniaque, bah, tu es tellement angoissé, tu es tellement euh, comment, tout est démultiplié en fait, hein. Et donc du coup, ça augmente la consommation d'alcool, ça augmente la consommation de cannabis. Tu dors pas, tu es en état d'hyperexcitation tout le temps. Bon là, il y avait des délires de mégalomanie, il y avait des dépenses inconsidérées, il y avait plein de choses comme ça. Mais effectivement, c'est la consommation sur le long terme de cannabis qui peut engendrer une décompensation tardive, comme c'était le cas chez Jean-Marc. Que c'est assez rare quand même, hein, des décompensations tardives À 55 à ans, oui. 55 ans. Oui, C'est quand même assez rare et c'est souvent lié justement à Une les consommation consommations toxique. de toxiques. Tout à fait. alors la deuxième question, c'est plutôt dans le futur, là, cette fois-ci. Il y a une phrase que tu as dite qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est qu'avec Thierry puis Alain, hein, si j'ai bien compris, tu as découvert que tu étais un être complet, en fait. C'est C'est ça. ça, que tu étais autre chose que ta maladie. Tout à fait. Voilà. Euh, et moi, ma question, c'est est-ce que, je ne sais pas trop comment la formuler, est-ce que du coup, de faire cette recherche et de retrouver ton être, tu as trouvé quelqu'un de toi qui t'a surpris et qui t'a ouvert une porte vers l'envie d'en découvrir encore plus? Je ne sais pas si j'ai bien posé la question. C'est assez clair. Est-ce que le fait d'avoir enfin d'avoir fait d'autres sortes de thérapies avec Thierry et Alain, est-ce que tu as découvert quelqu'un que tu ne savais pas que tu étais en fait C'est et vrai. qui t'a ouvert ou pas la curiosité d'aller encore plus loin Tout à fait. dans... Oui? C'est tout à fait juste. Ça m'a donné de connaître d'autres choses, d'autres thérapies, d'autres moyens de se connaître, Oui, de se reconnaître. Parce que la reconnaissance, ça aussi, ça a manqué beaucoup dans ma vie oui, oui, professionnelle. bah oui. Si je me permets. Vas-y. Bah, ça t'a réouvert à la spiritualité. Oui, ça m'a réouvert à la spiritualité, c'est vrai. Waouh, super. Et puis ça, c'était complètement, la maladie l'avait complètement fermé à ça. Et Oui, le fait qu'il ait ce type de suivi, ça l'a réouvert à la spiritualité. qu'il avait avant, c'est ça? Ouais, ouais, tout Ouais, à fait. Ah il oui, l'avait, mais d'accord. il l'avait perdu depuis de nombreuses années, quoi. Je veux dire, depuis même quelques décennies. On peut dire ça. Oui, d'accord. Donc, il manquait Mais, un gros bout. La maladie a fait qu'il manquait un gros bout de toi, ouais, C'est mais vrai, que tu avais avancé ça. tout à fait. Hmm. Et je m'investissais dans d'autres activités comme le, le parapente, la voile, les activités sportives physiques pour tester mes limites, en fait. Et ça m'a appris aussi à me voir autrement. Hmm.
À travers des sports risqués. Tout à fait, qu'à travers des sports de risque, en fait. Ouais. En fait, c'était une mise en danger que tu faisais. Évidemment, bien Bien sûr, sûr. bien sûr. Et Même, alors, oui, pardon, vas-y. même si les activités étaient encadrées, enfin encadrées, j'ai appris à faire du parapente, j'ai appris à faire de la voile, j'ai kiffé vraiment ces moments de ma vie. Mais en aucun cas, je me serais remis en question par rapport au danger. Le danger, pour moi, euh, C'était chez les autres. un piment de la vie, quoi. Il me fallait ça pour me sentir vivant. Hmm. Est-ce que ça peut être considéré comme une forme d'addiction à, Oui, voilà, rechercher l'adrénaline pour... ouais. Oui, tout à fait. C'est de l'ordre de l'addiction, comme j'étais addict au cannabis, comme j'étais addict à l'alcool. Alors, ça paraît curieux quand on fait un métier comme je faisais, mais ça s'explique. D'ailleurs, j'ai jamais été au travail sous cannabis ou sous alcool, hein. J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé avant d'aller bosser, hein. Alors, il y a un point intéressant, c'est, tu en as parlé tout à l'heure, de cette ouverture à la spiritualité que tu avais avant, et je Ouais, pense que c'est un des facteurs euh, importants pour ces problématiques de bipolarité et d'une manière générale pour les troubles psychiques. Euh, Chaque fois que j'ai aidé des gens qui avaient des problématiques comme ça, il y avait une espèce d'hypersensibilité qui était très négativement sous la pression d'angoisse, de stress, de choses comme ça, qui venait un peu... il y avait un vide, si tu veux, qui fait que ça prenait le dessus sur le reste. Et ouais, le fait d'éliminer tout ça, toutes ces choses-là, du coup, ben, la personne reprend son espace. Dans les choses très positives et les améliorations aussi, quand même, c'est que il était addict au tabac, il fume ouais, plus. Il était addict à l'alcool, il boit ouais, plus, enfin que occasionnellement. Et il était addict au cannabis et il est plus du tout, il fume plus du tout ouais. de cannabis depuis plusieurs années aussi. Donc c'est quand même des choses qui sont très très positives, hein. Ah oui, bah oui, tu Ah es fier. oui. Alors, j'ai pas de quoi être fier, mais Bah, quand même. Une autre question, quelqu'un qui souhaite une précision? Marie-Agnès, tu as d'autres questions à poser? Ben, pour l'instant, non, mais on va laisser. C'est très beau, je trouve ça magnifique. ouais, Parce que, magnifique, oui. Ça fait beaucoup réfléchir. En même temps, ça donne le cœur léger. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que les autres patients, on va dire que tu as rencontrés à l'hôpital psychiatrique, donc, est-ce que tu as eu l'occasion de leur faire part de ce que tu as vécu là, justement? bien sûr, bien sûr. Oui, tu leur en as J'ai parlé? partagé beaucoup. Ouais. Tu as partagé? Ouais. J'ai partagé beaucoup avec certains patients parce que, d'une part, ceux qui étaient comme moi maniaques savaient de quoi je parlais, Oui, et plus que les médecins, j'ai envie de dire, oui, sans oui, problème. Et avec eux, je me suis remis en question, en fait, en tant que soignant, comment je pouvais accepter le fait d'être malade et comment je pouvais me projeter dans un avenir. d'accord. Donc, tu as aussi parlé de tes découvertes avec Tout à fait. Thierry, et avec oui, Ouais. pour donner l'espoir, c'est Alors, je bien. crois que c'est un peu le but de cette présentation aujourd'hui, c'est que d'autres personnes qui souffrent de cette problématique puissent se dire, bah, il y a peut-être des solutions. Alors, chacun peut trouver la sienne, hein, mais des solutions qui sont autres que ce que je vis actuellement et qui peuvent m'améliorer plus ou moins, et que ça vaut le coup de comprendre, hein, comme tu as dit qu'il y avait cette prise de conscience pour toi, qu'ils aient également une prise de conscience qui leur fasse comprendre que bah, finalement, il n'y a rien d'inéluctable, quoi. Il y a toujours moyen d'agir. Tout à fait dans ce sens-là que je conçois mes relations aux autres. Je suis pas quelqu'un de très collant, si vous voulez, dans la relation. Je laisse beaucoup de liberté aux autres.
parce que moi, j'en ai besoin de liberté. Et je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui ne me laisserait pas vivre ce que je veux vivre. Je ne pourrais pas. Contrairement à... Alors j'ai trouvé une, une infirmière psy qui a partagé ma vie pendant 33 ans. C'est un beau chiffre, 33. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Et il était temps peut-être ouais, de lâcher prise, hein, avec tout ce qu'elle avait vécu depuis 10 11 ans maintenant. Il était temps pour elle de me laisser voler de mes propres ailes. Mais Thierry, tu as envie de poser une question par rapport à tout ça? Oui. Euh, Ce qui m'intéresse, parce que comme tu l'as vu, si tu t'en souviens, je travaille beaucoup sur la respiration. Là, et ce que je demandais, si c'est ce qui te faisait respirer aujourd'hui, ce qui te faisait avoir de la joie. Donc, tu m'as parlé un peu de la musique, hein. Est-ce que, voilà, comment tu vis cette musique? Est-ce que tu en fais? Comment tu vis dans ton corps, hein, pas financièrement, mais et quelles sont les autres sources de joie qui font que tu grandis par rapport à la période où tu étais souffrant? la musique, c'est essentiel pour moi, c'est ma vie, hein. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. La musique classique, le jazz, la chanson française, les anciens, les anciens tourne-disques qu'avait ma maman et on écoutait des vieux morceaux, des choses très différentes. Et donc, la musique, tu l'écoutes ou tu la pratiques avec un Je la instrument? pratique aussi, ouais. Malheureusement, j'ai perdu l'usage de ma main gauche à cause d'un AVC l'année dernière. Je ne peux donc plus jouer ni de saxo ni de piano, mais c'était mes instruments de prédilection, quoi. J'ai commencé par la flûte, puis la clarinette, puis le sax, et puis le piano. J'ai commencé il y a 10 ans, le piano, à peu près. Dans les choses, enfin, si tu Ouais, permets, dans les choses que tu fais, que tu faisais plus, c'est que tu sors seul, je sais. tu vas te promener, Hmm, tu apprécies la nature, tu tout à fait. apprécies Je prends le temps. tu prends du temps pour toi, voilà, tu fais des choses parce que pendant des années, il sortait plus du tout. Donc là, il reprend contact avec l'extérieur et avec la nature et tu y vas régulièrement, quoi, je veux dire. Bien sûr. Donc, Est-ce que tu fais des compositions musicales en écrivant des textes ou des musiques? Ah, pas associé au texte, mais des compositions musicales, oui, bien sûr. Ok. ça s'appelle des improvisations. Des impros. J'improvise beaucoup. J'adore le jazz. Tu t'enregistres ou pas? Non, j'enregistre pas, non. Non, c'est sur le moment. Hmm. J'enregistre dans ma tête déjà, et puis peut-être sur un magnéto après. Mais, et question un peu importante quand même, est-ce que tu le fais seul ou tu le fais avec des gens qui t'écoutent? Non, je le fais seul. Je le fais seul pour l'instant. Ok. J'ai participé à différentes organisations, orchestres, sur Saint-Dizier, sur du classique, principalement, de la musique classique, certains morceaux de jazz, où on était très nombreux, en fait, où on pouvait être 30 ou 40 musiciens. Mais ça, c'était dans mon adolescence, plutôt. Hmm. Je m'étonne. Ok, Mais sinon, ouais. C'est intéressant de voir que c'était des instruments avant, hein. Tu parlais du souffle, Thierry, ça fait, et il y avait cette pratique du souffle à travers la musique. ouais. J'ai même un sacré coffre. Tu vois ce que Ok, je veux dire? ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer peut-être. Euh, Quand tu as fait des séances avec Thierry ou avec moi-même, qu'est-ce qui t'est apparu? Comment ça t'est apparu? Et comment ça a pu déclencher euh, des résolutions? Comment tu les as vécues de l'intérieur? Parce que nous, en tant qu'accompagnants, on est un soutien extérieur, on est un guide, on te propose un chemin, mais c'est toi qui es sur le chemin.
C'est toi qui avances, c'est toi qui découvres, c'est toi qui a les intuitions, la compréhension et les résolutions. Et comment ça se traduisait dans ton esprit, dans ton corps, dans tes sensations? Bah, principalement une sensation de bien-être que j'avais perdue depuis longtemps, d'être à nouveau habité par moi, quoi. Parce que avant, j'étais habité par d'autres choses, des problématiques qui n'avaient rien à voir avec moi, en fait. Respirer. Ça, la respiration, c'est la base de tout. Je le sais, le souffle, c'est le prana. Et je sais combien c'est essentiel. Mais tu respirais plus avant. Je respirais plus. Oui, je respirais vite et je respirais par les épaules, comme on dit. J'avais plus de ventre. J'ai redécouvert mon ventre. J'utilisais très peu mon souffle. J'utilisais très peu ma capacité à respirer et à inspirer, j'ai envie de dire. Oui, c'était coincé. C'était vraiment C'était coincé. bloqué, c'était bloqué. Ça passait pas la barrière des poumons, quoi. Mm. Et ça a été une redécouverte, quoi. Et alors, sans rentrer dans le détail, parce que ça t'appartient, il y a eu une forme de reconnexion qui s'est faite à des événements, à des situations, à des vécus passés qui avaient été mis de côté, rejetés, qui avaient été dissociés complètement, et de les ramener et de les résoudre, qu'il y a eu une prise de conscience en même temps. Est-ce que c'est juste la résolution? Est-ce que tu as senti qu'une partie des problèmes, justement, était liée à ça dès l'instant où ça se résolvait? Je ne saurais pas dire, mais ma vie enfin, ma vie a été compliquée à l'adolescence, la rupture de mes parents. Euh, Ensuite, j'ai été père à 17 ans, donc je suis passé dans le monde adulte rapidement. Et puis, la rencontre avec ma deuxième compagne, qui était infirmière psy, évidemment, et la naissance de mon deuxième fils, Thomas, la rupture, et enfin mon petit bonheur à moi, qui était ma compagne avant, et mon Joad, donc mon dernier fils, qui a maintenant 24 ans, qui n'est pas un bébé, et que pourtant, j'ai envie de le câliner, quoi. J'ai envie de câliner tout le temps. C'est bizarre, hein. Oui, mais du coup, le fait d'avoir t'as pris conscience aussi que tes blessures Ouais. précédentes que tu avais enfouies, que tu n'avais pas du tout acceptées. Non, j'étais passé par-dessus, tu vois. Oui, d'où les conduites à risque. Tout à fait. Tous les conduites à risque, tous les, les toxiques, tous les. Et effectivement, le fait de faire les séances avec Thierry et avec Alain, ça t'a permis de prendre conscience de choses et d'accepter D'accepter, oui. Ouais, bien sûr. et de dépasser surtout des trucs. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est juste accepter ou est-ce que c'est dire, bon, ben, ça a eu lieu, mais maintenant, ça n'a plus d'importance et on passe à autre chose? Ouais, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise. J'ai lâché prise avec beaucoup de choses, hein, en fait, qui me retenaient, qui me coinçaient, qui me gênaient, qui m'empêchaient de vivre et que j'ai enfin abandonné. J'aime pas ce terme abandonné parce que l'abandon, comment dirais-je, ressentir de l'abandon, c'est quelque chose de passif alors que c'était actif là. J'ai vraiment tendu vers et je me suis aperçu que j'étais je me suis beaucoup empêché de vivre, en fait. Et c'est pour ça que j'étais à la recherche du risque, de la limite et à la recherche de mes enfants aussi, bizarrement.
Alors que j'ai vécu avec eux, certes pas longtemps, mais le dernier, si, ça fait 24 ans que j'ai sur le dos, je le connais bien. Mais les autres, je suis pas en contact avec eux régulièrement, en fait. Ils ont leur vie à eux, d'hommes et de pères, et ils sont papa tous les deux. Et on se contacte, je sais pas, 3, 4 fois par an. Enfin, plus régulièrement avec Thomas, qui est moins loin de moi par l'histoire. Et Jérémy, par exemple, mon premier fils, je ne l'ai pas vu pendant 30 ans. Et c'est lui qui m'a appelé. Il savait qui j'étais, que j'existais, il pouvait me joindre quand il voulait, en fait. Et Alors, à quel moment cette prise de contact a eu lieu dans ton parcours? alors j'avais 40 ans environ. J'avais 40 ans, il en avait 20, 20, 20, qu'est-ce que j'allais dire comme bêtise? Si, 20, 23 ans environ. Il avait 23 ans et moi j'en avais 40. Et dès qu'il m'a appelé, d'ailleurs, Sylvain me faisait souvent la remarque que quand elle était au téléphone avec Jérémy ou avec Thomas, et s'est avéré aussi avec Joad, on avait tous la même voix, le même larynx, les mêmes intonations. C'est très bizarre, hein. Le souffle et la voix, hein, on y revient. Ouais, On revient sur la question de Thierry tout à l'heure. tout à fait. Hein, Joad, Thomas et Jérémy, ils ont la même voix. Ah oui. En fait, c'est toi qui t'es démultiplié. Ah oui, je sais bien. Oui, c'est moi. J'ai semé par monts et par vaux la semence. Il y en a encore que je ne connais pas. Non, non, tu les connais tous. Tu les connais tous. Surtout le dernier, tu connais. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi à noter, c'est que on en parlait tout à l'heure, au début, je l'ai évoqué, Thierry et moi-même, quand on aborde les problématiques des personnes, euh, ça ne nous intéresse pas de donner une étiquette, de trouver une cause, une origine, un responsable à la situation. Ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Ce qui est important, c'est que, voilà, que la personne puisse aller trouver ses propres solutions et ses compréhensions et libérer tout ce qui était bloqué. Bon, si quelques... Intéressant toujours Ouais. à voir, c'est que la personne obligatoirement a fait elle-même ses propres hypothèses et s'est construit une histoire souvent fallacieuse, hein, sur ce qu'elle pense qui a amené son état. Donc voilà, elle s'est inventé une histoire, elle s'y plie, mais elle est un peu coincée aussi dans la narration qu'elle se fait elle-même de comment c'est arrivé, à cause de quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est en effet faire une remise à zéro, laisser tomber, hein, savoir que ce sont que des histoires, reprendre, comme on l'a dit, ou à une respiration, hein, qui régénère la personne en étant le plus neutre possible, hein. C'est une forme de renaissance Bien sûr. par rapport à ses potentialités. Tout à fait. Mm, Tout à fait d'accord mm, avec l'analyse. mm. Oui, c'est intéressant parce que Thierry est psychanalyste aussi, psychologue clinicien. Toi, tu es infirmier psychiatrique. Moi, je suis rien de tout ça. Mais on constate quand même que quand on lâche prise, comme tu disais, quand on laisse partir, quand on accepte de libérer tout ça avec l'aide de ces différentes méthodes, euh, on se retrouve soi. Ouais, C'est-à-dire qu'on a tellement toute notre énergie et toute notre attention qui est dispersée qu'en fait, on se contente de ramasser toutes les souffrances en permanence. Et on est saturé de ça. Et dès l'instant où on commence à lâcher les morceaux, à comprendre, à se dire, bon, attends, ça me sert plus à rien,
On reprend du pouvoir pour soi, on reprend de la respiration, du souffle, de l'énergie, ça nous nourrit et On laisse entrer un autre possible, On laisse de la place, quoi. complètement. Oui, oui, oui. Et ça, alors, si tu avais, Jean-Marc, un conseil à donner à d'autres personnes qui souffrent, comme toi tu as souffert, euh, par rapport à ces techniques, ces méthodes, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, j'évite de donner des conseils parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et d'autre part, j'ai tellement entendu de balivernes en psychiatrie que je me suis vite détaché de tout ça, quoi. Parce que ça a tellement d'importance pour certaines personnes, ça n'en a pas du tout pour les autres. Quand tu es devant quelqu'un, que tu lui racontes sa vie et qu'à la fin du- de, de- de l'entretien, on te dit merci monsieur, ça fera tant et je vous revois dans 15 jours. Euh, Tu te demandes vraiment ce qui s'est passé, ce qu'il a entendu, en fait. C'est même pas ce que tu as envie de lui dire. Ce qui est important, c'est ce qu'il a entendu de toi. Et ça, tu le sais jamais, en fait. C'est une frustration? Ouais, frustration. Ouais. Et par rapport à l'autre versant, dans la deuxième partie où tu as fait d'autres approches, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ces approches-là? Si tu en parlais avec quelqu'un qui a ce problème, comment tu lui en parlerais? Qu'est-ce que tu lui en dirais? Qu'est-ce que je lui en dirais? De ne pas attendre, en tout cas. D'attendre le moins possible, en fait. De ne plus être dans l'attente et de faire la démarche de ne pas stagner, de ne pas être rebuté par quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que ça a été long, hein, quand même. C'était long. Entre le moment où ça t'a été proposé et le moment où tu as accepté de franchir le pas, ça a été assez long. Euh, parce que je sais pas, tu avais peur ou tu ne comprenais pas. Je voyais pas l'intérêt, en fait. Voilà. Parce que, Il était tellement et puis, formaté par la prise en charge psychiatrique institutionnelle, en fait, c'était pour lui, c'était pas possible que ça puisse fonctionner, quoi. C'était trop bizarre. Puis en fait, voilà, quand il a commencé, il a dit, Ouah, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? il fallait le temps. Il fallait le temps. Il faut laisser le temps au temps, hein. C'était ton moment. C'était mon moment, c'était pas le moment d'un autre, hein. Et au niveau des méthodes de Thierry et la mienne, qui sont quand même étranges, qui sont d'une approche complètement différente, comment tu l'as vécu en faisant les séances? Tu t'es lâché en disant, bon allez, je le fais, je me laisse porter, ou ça cogitait, tu te posais des questions? Au début, je me posais beaucoup de questions, mais les mauvaises, en fait. Je ne me posais pas la bonne question en me disant qu'est-ce que tu vas pouvoir en tirer comme, comme bénéfice. Je ne voyais que, en fait, ma solution était toute trouvée à travers mes conduites à risque, à travers toutes ces choses que je faisais et qui m'ont mis en danger. Alors que il suffisait en fait de lâcher prise, mais ça, je l'ai compris très tard, très tard. Ne pas m'accrocher à quelque chose de fallacieux, de ne pas m'accrocher Une histoire que tu te racontais. voilà, à mon histoire que je me racontais, en fait. C'est une forme d'enfermement, en fait. On s'enferme dans un système problématique et on tourne en boucle. Tout à fait. On, on fuit, comment dire, on fuit notre réalité à nous dans notre environnement pour rentrer dans la réalité des autres.
tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que, on le voit quand on essaie de proposer aux personnes de dire, ben voilà, tiens, si tu veux, il y a des outils, il y a des méthodes, tu peux choisir celle que tu veux, mais de toute manière, ça pourra t'apporter des bénéfices. Et les gens, souvent, c'est, oh ben non, ça, moi ça va, hein, moi j'ai pas de problème. C'est ce déni, c'est ce déni qui est terrible. C'est sûr. On se demande même parfois si ce sont les personnes qui parlent ou si ça vient d'ailleurs, parce qu'on les voit parfois switcher avec un autre comportement. Une chose que disait Jean-Marc, entre autres, qui est juste, quand il disait il faut laisser du temps, je vais le dire autrement, hein. Quand une personne vient vous voir dans un cabinet, la personne est prête à quelque chose. Il y a déjà une démarche qui s'est faite, une attente. Elle arrive dans une disposition où elle est prête à écouter quelque chose, à faire des essais. Et là où il y a un monde, et c'est quasiment plus facile pour nous, hein, c'est de recevoir quelqu'un qui est quand même volontaire en cabinet par rapport à quelqu'un qui est hospitalisé en hôpital psychiatrique de force contre son gré en refusant tout ce qui se passe, hein. On est dans deux univers complètement différents. Donc c'est vrai, vu de loin, c'est facile d'en vouloir aux psychiatres qui n'écoutent pas, etc. Mais ils sont dans un monde, voilà, et un combat où il faut, soi-disant, et c'est souvent vrai, hein, sauver la personne contre son suicide, contre quelque chose de pire, alors que la personne va dans ce sens-là. Donc c'est un combat qui est plus violent, hein, mais c'est bien que ça existe aussi. Et, donc, bon, ça n'empêche pas de faire des choses à côté, mais il faut reconnaître, hein, qu'on ne travaille pas avec les personnes dans un moment d'évolution qui est bien différent. Et, hum, C'est un, tout à fait. S'il n'y avait pas eu Hospice, je me serais détruit. mais complètement, hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a un moment où ça a une utilité, on ne peut pas faire autrement, mais le mieux est que ça ne dure pas éternellement et qu'on trouve une autre voie pour s'en sortir autrement, sans être là jusqu'à la fin de ses jours, hein. Mm. C'est ce qu'on disait au début, hein, c'est que le suivi, l'accompagnement médical est très important. Et ce qui est important aussi, c'est effectivement que les personnes puissent avoir un moment ce déclic de se dire, allez, je continue mes approches médicales et j'essaye autre chose ailleurs. Et c'est ce qui est bien avec la psychiatre qui le suit actuellement, c'est que voilà, il y a vraiment une ouverture et elle l'a vraiment poussé à essayer des choses. Elle s'est pas cantonnée à son rôle de psychiatre. Ah, en tout cas, voilà, c'est une très, voilà, elle est très ouverte. Très ouverte et très humaine. Mais a priori, la nouvelle génération de psychiatres a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande et a compris que bah, voilà, il suffisait pas de prescrire des pilules, qu'il fallait aider les gens au-delà de ça, quoi. Pas juste les maintenir dans un état où ils se font pas de mal à eux-mêmes, mais qui... Qui les enferme. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien qu'elle propose ces ouvertures-là. C'est important. Pour définir les choses, en gros, le psychiatre est un garde-fou et nous, on est des gardes bien portants. Tout à fait. Mm. J'adore. Mm. On sent Oh, le psychanalyste. Alors, oh là là, si tu savais. euh, Non, c'est bien. C'est bien. Moi, je vais avoir une question un peu chippie parce qu'on trouve ça très bien que les psychiatres invitent invitent ou incitent à découvrir autre chose. Mais est-ce que nous, les thérapeutes, on est prêts à faire la même chose pour que la personne puisse aller encore plus loin?
Un jour, les psychiatres diront, il y aura vraiment un tandem, une équipe, voilà, pour le patient, pour la personne. Et c'est vrai qu'on a un peu plus de mal, nous, personnellement. Moi, quand j'ai des personnes dont j'ai plus de nouvelles, enfin voilà, ça s'est bien passé, etc., et qui me disent assez rapidement, oui, bah, je vais aller essayer autre chose, etc., j'avoue que je serais bien allée jusqu'au bout avec ces personnes-là. Je les félicite parce que, mais c'est une démarche personnelle, même en tant que professionnelle, qui n'est pas facile à faire. Donc, j'admire beaucoup la psychiatre ou voilà, des personnes, des médecins qui s'occupent, voilà, des oncologues qui font des traitements et qui préconisent maintenant des magnétiseurs en complément. Mais ce serait bien que nous, on puisse être capable de faire aussi pareil pour que la personne aille encore plus loin. Voilà. C'est un peu une petite. Et Je parle de nous, hein, parce que je suis comme vous, je suis hypnothérapeute, donc on a aussi, nous, un travail à faire d'ouverture pour la personne pour qu'elle suive que son chemin à elle, quoi. et alors, Et on- tu peux préciser, parce que j'ai du mal à comprendre comment nous, on pourrait faire aller dans le sens comment. Bah, donne un exemple. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, par exemple? Ben, Par rapport. quand une personne a envie de tester une autre méthode, après ou pendant qu'elle passe chez moi, euh, que je me réjouisse pour elle, euh, qu'elle ait envie de trouver quelque chose d'encore plus adapté ou de plus enrichissant. Moi, je ne peux pas la recommander, mais si la personne éprouve un besoin ou je sens, parce qu'on a tous nos limites quand même, le psychiatre, il est dans son métier, nous, on est dans le nôtre. Mais gardez en tête qu'on n'a pas ni la science infuse, ni la méthode. Et je pense que en fait, c'est une complémentarité, hein. Oui, Il oui, faut être toujours dans une complémentarité. Si la personne oui, elle oui, a oui, tout à fait. besoin d'aller Ouais, voir ouais. quelqu'un d'autre, c'est qu'elle y trouve peut-être pas quelque chose, ou peut-être que on ne convient pas à cette personne-là, à notre approche Oui, ou soi-même, et que l'idée c'est d'être complémentaire et de toute façon rester ouvert. oui, oui. Moi, ça m'est arrivé de recommander à des personnes qui avaient plus envie qui avaient plus besoin, par exemple, d'une gymnastique corporelle thérapeutique. C'était pas l'objet, c'était pas ma formation, donc ça m'est arrivé de recommander d'aller vers un thérapeute qui est plus dans le physique, bon, je fais aussi des soins par le toucher énergétique, mais il y a des gens qui, voilà, chacun trouve son chemin et je pense que nous, on doit pouvoir encourager aussi les autres méthodes euh, pour que la personne avance plus vers ce qui est bien pour elle. Là, j'ai eu un message d'une personne qui disait qu'elle aimerait bien aller voir un psychanalyste, mais qui n'a pas les moyens financiers. Alors Thierry, toi, tu es le spécialiste de la psychanalyse, tu en as fait pendant des années. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Bon, si j'ai délaissé la psychanalyse pour l'hypnose, il y a des raisons. Je pense qu'il y a toujours un investissement, un coût. Quand je donne une consultation, c'est un travail réel. Et la personne n'est pas dans la même disposition si la chose est entièrement gratuite que si elle a fait un effort voilà, financier. Mais je ne dis pas que j'ai raison, hein. Chacun agit tel qu'il le ressent. Et, quelques fois où j'ai fait des consultations gratuites, hein, ça m'arrive, soit ce sont des connaissances ou X raisons. Hein, j'ai jamais vu que le résultat soit aussi opérant que quelqu'un qui a fait cet effort. Voilà.
Après, c'est un choix dans la vie, hein. Moi, souvent, je travaille en une séance, hein. Le coût en une séance par rapport à plein d'autres choses que la personne va payer à côté me semble pas énorme, hein. Alors qu'en effet, en psychanalyse, il y a une espèce d'addiction. On va pomper 2 fois par semaine quelqu'un. Voilà, on est dans un monde différent, Et puis, ça maintient le narratif. hein. Et, mais payer une fois pour aller mieux, pourquoi pas, hein. Et si une personne ne le peut absolument pas, on va dire, c'est pas vendre ce que je dis, mais dans une injustice de la vie, hein. Tout n'est pas juste, tout n'est pas gratuit, tout le monde ne peut pas tout avoir, c'est ainsi. Et, Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que Jean-Marc, tu aurais quelque chose d'autre à nous dire, à préciser? Je vous remercie pour votre écoute, d'avoir eu la patience Euh, et atten- l'envie att- et l'envie de attention, comprendre. attention, Thierry va t'envoyer sa facture. non, là, c'était un partage et un plaisir. Merci beaucoup. Ça n'a strictement rien à voir, hein. Ouais, je Merci à plaisantais. tous. Merci à tous. Mm. Et aujourd'hui, donc, au niveau angoisse, peur, tout ça, c'est sur une échelle 0 à 10, Zéro. 0 complet. Complet. D'accord. Donc le bonheur total, en fait. Super. Mm. Notamment dans cette soirée, hein, c'est dans le témoignage de Jean-Marc, c'est de pouvoir montrer qu'un jour on peut aller mal et qu'un autre jour on peut aller bien. Voilà, parce que quand la personne est piégée dans son mal, jamais elle va songer qu'elle peut aller bien un autre jour, hein. Et, donc c'est intéressant de témoigner qu'on peut aller mal à un moment et qu'on peut aller bien quelque temps après, hein. C'est super. C'est un peu le but de cette conférence, hein, de faire découvrir aux personnes qui souffrent de bipolarité que bah, rien n'est perdu et que le jour où elles se sentiront prêtes, elles pourront entreprendre le parcours de Jean-Marc. Mm. Bon, ben, on va saluer tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Jean-Marc, si tu peux rester un petit moment Ouais. avec Thierry, on va faire un tout petit débriefing. Stéphanie, bonne soirée. Marie-Agnès, bonne soirée. On boira un coup un de ces jours à Fort-Calquier. Et Céline, un gros bisou. Voilà. Donc, et puis bah, Sébastien et utilisateur Z, bonne soirée également. J'espère que la conférence vous aura plu. Vous pourrez la retrouver donc sur la chaîne YouTube Les Veillées Hypnoquantiques. Je crois que c'est 369. Ouais. Les- Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de soirée et puis à très bientôt. Bye. Au revoir. Donc, tu vous restez connectés, Jean-Marc et Thierry. Merci, hein, Jean-Marc. De rien. Beaucoup.